Le président togolais a formulé des vœux à l'endroit de ses compatriotes à l'occasion de l'entrée dans la nouvelle année 2023. Discours de vœux dans lequel Faure Gnassingbé affiche sa détermination dans la lutte contre l'extrémisme violent et sa volonté de diversifier les partenariats stratégiques pour faire efficacement face à la conjoncture socio-politique internationale. Il annonce le renforcement des mesures d'accompagnement pour faire face à l'inflation et se réjouit de la révalorisation au passage du SMIC. Le président Faure Gnassingbé aborde par ailleurs la préparation des futures échéances électorales, régionales et législatives. Les conditions sont réunies pour des élections apaisées, dit-il. Décryptage de ce discours présidentiel avec au plateau Christian Trimois. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans le forum aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonne heureuse année. Meilleurs vœux. Monsieur Trimois, le ministre togolais des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté. Il est chargé des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Et pour conduire cette discussion, j'ai deux confrères avec moi. Jean-Paul Agboa est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité. J'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à la rédaction ainsi qu'à vos téléspectateurs. Jean-Paul Agboa, directeur de publication de Focus Info, et Rodrigue Aego à ses côtés. Rodrigue, bonjour. Bonjour Gilles, je suis, je dirais, content de vous retrouver en début d'année 2023 avec vous et surtout pour, je dirais, une première fois avec le ministre Trimois que je salue au passage. J'en profite pour lui présenter mes vœux les meilleurs de santé, parce que c'est ça l'important. Et aussi un plaisir de retrouver mon aîné après pratiquement 3 ans de rupture, je dirais. Notre dernière rencontre, c'était ici au plateau, dans ce studio. Et je dirais que quant à ce qui me concerne, pour les vœux, la santé, si elle est présente, je pense que... Tout le reste peut venir. Rodrigue Aego, il est journaliste, analyste politique. Et dans la seconde partie de New World Forum, nous serons rejoints par Kanka Malik Nachaba. Il est ministre, secrétaire général du gouvernement. Il sera là pour répondre aux questions des téléspectateurs qui seront, comme d'habitude, très nombreux à nous écrire. Que pensez-vous donc des vœux du chef de l'État togolais à sa nation? C'était le 1er janvier, en tout cas, discours décalé à la veille. Plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. C'est le numéro par lequel vous pouvez participer à cette émission. Alors, monsieur le ministre, j'ouvre une parenthèse avant d'aborder la question des vœux. Les 46 hommes libérés par le Mali après la mesure de grâce présidentielle qui leur a été accordée la veille sont arrivés donc ce 7 janvier 2023 à Lomé, où ils ont été reçus par le chef de l'État togolais. Nous voyons là les images, quelques images. Faure Gnassingbé qui a joué, disent les protagonistes, un rôle important dans le dénouement de cette crise, de cette situation. Oui, c'est vrai. Nous avons eu le bonheur tous au Togo, dans la sous-région, de voir que les efforts qui ont été déployés depuis quelque temps par le président de la République togolaise ont fini par porter du fruit. Et c'est une excellente nouvelle pour nous tous. C'est aussi une excellente nouvelle pour nos frères maliens et ivoiriens parce que ça redéclenche un processus de normalisation des relations et nous sommes heureux d'apprendre que le président Ouattara a exprimé le vœu de retourner très rapidement à la normalité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On voit l'image là, les 46 militaires libérés, image exclusive du World TV. Voilà. Donc c'est une importante contribution selon vous, monsieur le ministre? C'est une importante contribution qui s'inscrit d'abord dans la tradition togolaise, la diplomatie traditionnelle du Togo en termes de médiation. Depuis le président Yadema jusqu'à aujourd'hui, le Togo a une ancienne culture de la médiation entre les peuples pour régler ce genre de problème. La deuxième aussi, c'est un effort qui montre la qualité de leadership du président de la République. Au fond, si vous regardez aujourd'hui dans la sous-région, le Togo est le seul pays qui parle avec tous les autres pays. C'est grâce
à cette politique de dialogue permanent, de non-rupture des contacts que le président de la République togolaise a développé avec ses pairs. Donc nous sommes le seul pays aujourd'hui qui n'a pas de grief avec un autre pays et qui se place vraiment au centre des relations entre nous tous. Et puis il y a les qualités de l'homme, sa discrétion qui facilite ce genre de discussion, sa patience qui permet de pouvoir vraiment prendre le temps de la maturation des solutions possibles face à ce genre de difficultés. Et puis surtout, vraiment ce contact personnel qu'il a, ce feeling personnel qu'il a sur le sujet et qui a permis vraiment de déterminer les uns les autres. Mais aussi, il faut dire la contribution de tous les autres pays de la sous-région parce que d'autres initiatives ont aidé également à régler le problème. Ouais. Rodrigue Ego. Oui, merci. Moi, je crois que c'est quand j'ai vu l'image, j'ai dit waouh, on a un niveau de leadership apprécié. Seulement l'image, à mon avis, se présente comme l'image de ce papa-là qui fait du bien à l'extérieur, mais qui, dans son pays, parce que ces 46 militaires dont vous venez de parler sont des prisonniers politiques. Des prisonniers politiques. Vous comprenez? Des prisonniers politiques parce que jusque-là, on a du mal. Ces militaires ont été condamnés pour 20 ans, d'emprisonnement, avoir attenté, selon le Mali, à la sécurité du pays. Alors, ici au pays, vous avez également, aujourd'hui, depuis la dernière fois en Côte d'Ivoire, il y a un peu de liesse dans les familles parce que des femmes vont retrouver leur mari, etc., des enfants vont retrouver leur... Mais aujourd'hui, on a des détenus politiques au pays. Bref, vous estimez qu'il y a des détenus qui méritent d'être libérés. Qui méritent aussi d'être libérés parce que la joie doit être partagée aussi bien au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur le ministre. Non, je crois que mon cher ami Aguero fait plusieurs confusions. La première, c'est que vous verrez depuis le début de cette affaire, ni le Mali, ni la Côte d'Ivoire n'ont utilisé l'expression que vous utilisez pour désigner ces personnes. Parce que vous parlez de détenus politiques, c'est une expression qui a un sens précis. Donc vous l'étendez à des dimensions qui n'existent pas dans ce contentieux précis. Deuxième point que vous confondez, c'est un problème bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce n'est pas un problème intra-malien ou intra-ivoirien. Troisième dimension, et c'était l'un des intérêts du Togo à aider à la résolution de ce problème, c'est une tension bilatérale, mais qui avait un enjeu sous-régional. Le Mali, aujourd'hui, nous le savons tous, en phase avec un conflit ouvert contre le terrorisme, en lutte contre le terrorisme, qui se répand dans la sous-région. Tous nos pays sont exposés à ce fléau aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire une conjonction d'actions communes dans la sous-région contre le terrorisme si nous laissons des querelles bilatérales s'installer et la rupture du dialogue s'installer. Donc toutes ces raisons ont contribué au travail que le Togo a mené pour aider à rapprocher les frères maliens et ivoiriens pour régler ce problème. Donc ne le tirez pas. Vous tirez en réalité le sujet par les cheveux pour pouvoir le ramener sur les questions que vous désignez au Togo comme étant des questions de détenus politiques. Je répète encore une fois, au Togo, il n'y a aucun détenu politique. Au Togo, il n'y a aucun détenu politique. Oui. Vous pouvez avoir des politiques, mais vous ne pouvez pas couvrir la délinquance politique, en considérant que la délinquance des politiques entraîne automatiquement un délit politique. C'est deux notions qu'il ne faut pas confondre. Jean-Paul Deux notions qu'il ne faut pas confondre. Nous avons des politiques qui sont effectivement détenus pour des délits de droit commun. Et encore une fois, je le répète, si nous mélangeons les concepts, nous n'arrangeons pas le sort de ces personnes. Aucun magistrat n'a condamné ou n'a fait détenir quelqu'un pour des délits politiques au Togo. Mais si vous prenez cette qualification, oui, vous politisez un problème. Mais à partir du moment où vous le politisez, vous ne prédisposez pas les acteurs judiciaires qui travaillent sur ces dossiers à pouvoir les traiter avec la magnanimité qu'ils peuvent éventuellement exercer ou qu'ils ont exercé dans d'autres cas, qui sont également des cas de violation des règles de droit commun. Donc vraiment, ne faisons pas ça. Si nous voulons les aider, n'allons pas sur ces terrains. On va avoir une réaction rapide de Jean-Paul Agbo. Jean-Paul ? Oui, non, je partage en grande partie le commentaire de Monsieur le ministre pour dire que effectivement c'est une excellente nouvelle. Et dont il faut se féliciter à un double titre. D'abord sur le plan de politique intérieure, effectivement le leadership du chef de l'État s'est exprimé et le ministre a rappelé aussi la longue tradition de la diplomatie togolaise en termes d'intervention dans les conflits, y compris dans les conflits régionaux. Donc le caractère ou la tempérance même du président de la République, je pense que a contribué à la résolution de ce conflit qui pour moi n'a que trop duré. Il y a quand même une grande discrétion, il n'a presque pas parlé. Oui, je pense que la diplomatie et puis surtout dans ce genre d'action
requiert nécessairement la tempérance et la discrétion. Vous ne pouvez pas intervenir en tant que médiateur dans cette crise qui fut celle entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et chaque matin venir vous épancher sur les médias. Donc, encore une fois, la discrétion, la tempérance du chef de l'État ont beaucoup joué. Et la deuxième chose qu'il faut relever, c'est qu'il était temps que ça finisse, parce que on ne peut pas, on va en parler tout à l'heure, affronter les défis sécuritaires et de terrorisme, la lutte contre le terrorisme auquel doit faire face la sous-région, et avoir en même temps des pays en conflit. C'est pas possible. On en parlera tout à l'heure. On a besoin d'une réponse collective. On a besoin de moyens, de forces mutualisées. Et dans ce contexte, on ne pouvait pas laisser pérenniser ce conflit. Oui, donc, monsieur le ministre, très rapidement, la libération de ces militaires a été précédée de la signature d'un mémorandum entre les deux pays. Ça veut dire que le Togo désormais se positionne comme le garant de l'application de ce mémorandum. Oui, le Togo a beaucoup aidé à arriver à cet accord que vous avez évoqué. Le Togo va continuer à suivre la situation, l'évolution de la situation, et notamment l'amélioration des rapports. Mais nous étions mandatés, le Togo avait été mandaté pour faire un travail précis sur cette question. Ce travail est achevé, bien évidemment. Le président de la République reste toujours vigilant et continue à faire le suivi des relations pour les améliorer. Mais il me semble que le mandat officiel qui avait été donné au Togo s'achève avec la libération de ces 46 personnalités. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Nous évoquons maintenant le discours du vœu du président togolais à la nation. Avant de revenir sur le fond, je voudrais qu'on aborde brièvement la forme. Chers confrères, le style présidentiel a ostensiblement changé. Un style, on va dire, en tout cas, remarqué, Jean-Paul Agou. Oui, en tout cas, sur la forme et sur la mise en scène, il y a une évolution. On voit le président de la République dans un nouveau décor, debout, s'exprimant avec peut-être aussi que c'est le contexte et les sujets qui l'imposent, s'exprimant avec beaucoup de détermination. On va l'évoquer peut-être tout à l'heure. Moi, j'ai vu surtout une posture de chef de l'État, commandant en chef. Il a commencé son discours avec la question de la lutte contre le terrorisme, et pour moi, on voit quelqu'un, on le voit à l'image qui arrive devant son pupitre, déterminé dans la posture du commandant en chef. C'est pour moi une mise en scène réussie, qui correspond au contenu du discours et qui correspond au contexte sécuritaire et au contexte socio-économique. Il a abordé plusieurs sujets, dont le terrorisme. À ce propos, il a dit « Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons, nous aurons raison des forces du mal. Ces forces seront défaites aux portes du Togo. » Alors, monsieur le ministre, ces mots sont forts, mais concernant la menace terroriste précisément au Togo, quel est le point de la situation? Maîtrisée, alerte jaune ou orange? Maîtrisé, mais alerte quand même. Je ne sais pas s'il faut donner une couleur à l'étape actuelle, parce que vous avez vu, vous avez vous-même décrypté tout à l'heure la forme du discours. Je crois que s'il y a un symbole qu'on doit tirer d'abord la forme, la mise en scène, tel que Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, c'est marquer le Togo qui continue à avancer, même si le contexte n'est pas très serein. Il faut que nous continuions à conserver de la sérénité, à continuer à avancer, même si le monde est en trouble. Et vraiment, c'est le symbole que personnellement je tire de cela. Vous avez vu que le président, dans sa présentation même du discours, est resté serein, mais avec une gravité quand même, qui montre que nous ne sommes pas, si vous voulez, aujourd'hui dans un contexte sur lequel nous devons nous abandonner. Nous devons rester maîtres de nous-mêmes, continuer à nous contrôler, en sachant qu'il y a des défis que nous devons relever, qu'ils soient d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, etc. Sur la structure du discours lui-même, quand vous prenez, le discours est plus sobre que les précédents. Le chef d'État n'a pas souhaité aller dans trop de détails. Donc ça a été quelques annonces, point. Mais avec en ligne, en filigrane, la sécurité comme mot-clé. Sécurité nationale, sécurité humaine.
dans la sécurité humaine, on peut décrypter ensuite les différentes mesures qui sont annoncées par le chef de l'État. Mais nous devons rester dans un contexte où la sécurité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit sociale, reste vraiment le cœur de notre action. Rodrigue? Oui, la notion de sécurité, je pense que tout le monde en a besoin. Hein. On a besoin de... S'il n'y a pas de sécurité, j'imagine un peu toutes les difficultés qu'on aura à arriver ici, par exemple, pour s'exprimer. Donc, on a besoin de sécurité. On a besoin de sécurité parce que nous devons avancer. Et sans sécurité, nous ne pouvons pas avancer. Maintenant, d'un point de vue global, je peux dire que je suis resté sur ma soif quand je prends le discours. Ce discours me conviendrait mieux lorsque, par exemple, le chef de l'État a l'habitude de s'exprimer et de faire l'état de la nation. J'estime que c'est un discours qui doit répondre à beaucoup plus d'interrogations aujourd'hui véhiculées dans la masse. Les gens se posent des questions notamment sur ce qui se passe concrètement dans la région septentrionale de notre cher pays, le Togo. Vous savez, l'analyse des différentes communications laisse toujours perplexe. Vous vous souvenez, il y a une dame qui avait envoyé un message vocal, par exemple, qui avait un contenu sur son point de vue, parce que c'est une dame qui vit dans les savanes, qui sait de quoi elle parlait, mais cette dame, elle est en prison, Diagundi Rikiata, elle est en prison depuis juin 2022 pour ces propos-là. Et quand vous prenez ce message qui évoque le terrorisme, je serais de la région septentrionale ou peut-être de la famille de cette dame-là, j'aurais bien voulu un peu de lumière ou un peu d'éléments qui me permettent de comprendre le pourquoi dans cette lutte-là, à côté, il y a l'emprisonnement d'une dame qui estime, si on estime que ce que la dame a évoqué n'est pas fondé, on pouvait... Je le dis, je précise encore que ça, c'est parce que le chef de l'État lui-même l'a dit, il ne parle pas beaucoup, et pour l'une des rares occasions au cours desquelles il prend la parole, j'estime que ces interventions doivent constituer des réponses à toutes ces interrogations-là. Même parfois des interrogations individuelles. Jean-Paul, est-ce que vous voulez... Alors, peut-être deux mots sur ce que mon confrère vient de dire. En réalité, il faut pas attendre d'un discours du 31 décembre ce qu'il ne peut pas donner. Comme on le dit trivialement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est vrai que c'est pas inscrit dans la Constitution, mais on peut considérer que c'est devenu pratique, une pratique républicaine. C'est la courtoisie des dirigeants d'adresser leurs vœux à leurs concitoyens à l'orée d'une nouvelle année. Donc ce n'est ni une déclaration de politique générale, ni d'ailleurs l'adresse à la nation qui, elle, est prévue spécifiquement dans notre Constitution. Donc c'est pour moi une allocution destinée donc d'abord à présenter ses vœux pour la nation et puis ensuite à adresser quelques perspectives. Il y a, j'allais dire, beaucoup d'occasions où ce que Rodrigue souhaite peuvent se décliner. Il y a, je l'ai dit, les ministres sont là pour décliner les actions qui sont menées, qui peuvent apporter des réponses. Le chef de l'État s'adressera encore bientôt le 27 avril dans une allocution qui traditionnellement aussi est plus, j'allais dire, plus fournie, plus longue que celle du 31 décembre. Et puis l'adresse à la nation prévue par la Constitution qui, là, le chef de l'État développe davantage sa vision pour le pays. Donc, pour moi, il ne fallait pas s'attendre non plus à des engagements, au développement de ce qu'est et ce que sera la politique gouvernementale de demain. Ouais, au-delà de la question de Rodrigue Aigo, monsieur le ministre, quel est le point de la situation dans les savanes aujourd'hui? Savane, c'est la région la plus attaquée par ce phénomène de terrorisme. Oh, les savanes aujourd'hui sont, même tout le Togo d'ailleurs, le Togo est sécurisé. Hein. C'est vrai que nous avons, compte tenu de la faiblesse du contrôle par nos voisins, par les pays voisins, nous avons une bande où ces groupes terroristes se sont installés. Et donc, naturellement, il y a des à-coups. Ils circulent, ils vont, ils viennent, ils tentent de passer sur nos territoires, mais nos forces travaillent, elles résistent, elles leur font des pertes. Nous avions au début, comme certains pays voisins, commencé à annoncer un peu l'état des pertes, matérielles ou en vie humaine. Puis nous avons changé de stratégie parce que, évidemment, quand vous annoncez vos pertes et que l'adversaire n'annonce pas les siennes,
vous ne pouvez pas diffuser non plus ce que les adversaires ont perdu, vous donnez le sentiment à votre population qu'il y a une victoire de l'ennemi sur nous. Puisque vous n'avez qu'un seul bilan qui est affiché. Nous avons décidé de ne pas le faire, de ne plus le faire. Et dans la foulée, vous voyez qu'eux-mêmes, nos adversaires, quand nos ennemis, les ennemis que nous combattons, ont commencé aussi à faire une sorte de communication pour essayer de montrer. Il y a deux enjeux ici. Il y a d'abord une guerre physique sur le terrain. Il y a une guerre de la communication qui suit derrière. La deuxième, il ne faut pas porter atteinte au moral des troupes. Notre ami évoquait un cas individuel. Et je regrette quand même que tout le discours d'un chef d'État à la nation, au moment de souhaiter des vœux pour l'année, ne peut pas se redrousse à des cas individuels, au cas de X, au cas de Y. Il parle à plus de 8 millions de Togolais. Il parle à tous les étrangers qui vivent au Togo. Donc ce ne sont pas des cas individuels qui vont être traités. Mais encore une fois, j'ai dit, le chef de l'État a placé le discours autour du mot sécurité. Sécurité de la nation, avec tous les efforts que nous faisons depuis la loi de programmation militaire 2021-2025 et les moyens qui ont été mis pour renouveler notre outil de défense nationale et le renforcer, mais aussi sécurité humaine, les plans de résilience qui ont été mis en place pour le développement social, le développement économique et les renforcements que le chef de l'État a apportés dans la politique de l'année 2023, notamment dans la loi de finances qui a été adoptée, et les efforts que les autres acteurs sociaux, rappelons récemment que le patronat, les syndicats, se sont entendus pour relever le salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc c'est une chaîne de mesures, c'est un faisceau de mesures qui doivent soutenir non seulement la résilience individuelle des personnes et des ménages, mais également contribuer à la défense nationale, donc la résilience de notre armée face à l'ennemi qui vient. Le combat actuellement va s'inscrire quand même dans la durée. Je crois qu'il faut l'intégrer désormais. Le chef de l'État a annoncé, en tout cas, a évoqué le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes. Est-ce que vous assurez que les mesures prises vont aux bénéficiaires, justement, sur le terrain? Nous avons tous les mécanismes de suivi de ce plan qui sont en place et qui rapportent que les bénéficiaires profitent de ce plan. À mon avis, si ça avait été un échec ou ça n'atteignait pas les populations en question, on le saurait. Mais vous savez, quand vous faites un plan, vous avez toujours, bien évidemment, des faiblesses peuvent apparaître pendant que ce soit sur l'infrastructure, que ce soit sur la distribution, le soutien par exemple social ou le soutien à la microéconomie, vous pouvez avoir quelques défaillances. Et c'est précisément parce qu'il y a des mécanismes de suivi et de remontée d'informations que le gouvernement peut rectifier là où éventuellement il y a des faiblesses qui sont signalées. Donc le plan peut ne pas être totalement parfait, bien évidemment. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous sommes dans une région qui fait face à l'adversité terroriste également. Donc, on peut avoir quelques faiblesses de part et d'autre, mais ce qui est important, ce n'est pas de focaliser sur les faiblesses qu'il y a. C'est de voir comment est-ce qu'on les rectifie pour que le plan puisse déployer la pleine efficacité des effets qui sont attendus, en même temps en termes de résilience des populations, de renforcement du développement du milieu, et puis bien évidemment face à l'adversité qui menace nos frontières. Oui, nous aurons des retours du terrain. Dans la seconde partie de cette émission, je rappelle le contact par lequel vous pouvez nous écrire, plus 228 96 46 10 31, des questions écrites via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Chers confrères, je voudrais qu'on aborde maintenant l'autre volet du discours du vœu du chef de l'État togolais à la nation. Il s'agit des questions socio-économiques. Le chef de l'État togolais, en substance, a assuré qu'il y a une reprise progressive, mais soutenue de l'économie togolaise, grâce notamment aux efforts, aux différents efforts face aux effets résiduels de la pandémie à la Covid-19. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui que l'économie togolaise est en train de reprendre après la pandémie, la crise de la pandémie à coronavirus? L'économie est en train de reprendre, c'est vrai que je l'ai lu. Je l'ai entendu, mais le plus important pour moi en tant que citoyen aujourd'hui, c'est de voir, de sentir l'effet de la reprise. On peut beau avancer des chiffres, on peut peut-être dire qu'aujourd'hui l'économie togolaise se porte à 200%, j'en sais rien, en termes de santé financière et tout, mais ce que je ressens, c'est par rapport à ça que je pourrais apprécier. Est-ce que vous avez des éléments sur le ressenti des Togolais? Vous savez que plus loin dans le discours, je me suis réjoui que le chef de l'État a abordé d'une manière donnée l'aspect vie chère. Ce qui voudra dire qu'au côté de sa réjouissance du fait que l'économie serait en train de reprendre, il reconnaît qu'il y a des défis. Parce que la vie est chère,
parce que les produits, les denrées alimentaires ont pris un coup, les prix ont pris un coup, parce qu'en 2022, on a subi 2 fois consécutives l'augmentation du prix à la pompe des produits pétroliers, et sa répercussion a été automatique sur la vie des citoyens. Les transports ont augmenté, et vous savez que quand on vit dans ça comme atmosphère, et qu'à côté, on vous dit que l'économie est en marche, vous comprenez qu'il y a des questions que vous vous posez. Maintenant, je ne sais pas les éléments sur lesquels le chef de l'État lui-même s'est basé pour le dire, mais je note encore qu'il a reconnu quelque part il y a des défis à relever sur le plan économique. Oui, des défis. Dans le discours, il dit nous devons rester ambitieux et poursuivre les actions engagées en faveur de la jeunesse qui est en quête d'emploi. Jean-Paul? Oui, de quels outils, de quels indicateurs dispose le chef de l'État pour affirmer qu'il y a une reprise? Il en dispose de plusieurs, y compris ceux des partenaires techniques et financiers, des organisations internationales. Et puis, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on peut avoir des ressentis qui peuvent ne pas correspondre à la réalité économique. Chacun vit sa vie sociale, sa vie d'entrepreneur, sa vie d'employé de façon particulière. Donc, on ne peut pas, à partir de sa propre expérience, de sa propre vie, généraliser la situation du pays. Je crois qu'il y a des indicateurs précis qui permettent aux uns aux autres d'avoir une cartographie de cette situation. Mais ce qui est constant, et c'est pas particulier au Togo, ce qui est constant, c'est que après toute la période liée à la pandémie de Covid-19, un peu partout il y a une reprise que vient atténuer peut-être la crise Russie-Ukraine, mais il y a une reprise. Vous parlez avec beaucoup d'entrepreneurs. On n'est plus dans la situation pendant la période de Covid. Nous-mêmes, on est des chefs d'entreprise. On sent une reprise. Alors, est-ce que les mesures qui sont prises par le gouvernement pour accompagner, renforcer cette reprise sont, sont suffisantes? C'est peut-être là la question qu'il faut se poser. Mais qu'il y ait une reprise, ça va de soi. Et s'il n'y avait même pas de reprise, si on prend les choses à l'envers, s'il n'y avait pas de reprise, je ne suis pas convaincu que toutes les mesures qui ont été annoncées, y compris dans le budget de 2023, on aurait fait un budget comment on dit ça, un budget, non pas de relance, qui démontre qu'on est dans de grandes difficultés. Ouais. Or, si on lit ligne par ligne le budget 2023, on se rend compte qu'on est dans un budget de relance, y compris sur la situation sociale, où, par exemple, ce qui est alloué au secteur sociaux progresse de 19%, 69% sur les 4 dernières années. Donc, ça démontre qu'il y a, en tout cas, le pari du gouvernement que la situation va aller en s'améliorant. Peut-être pas assez vite pour les citoyens que nous sommes, pour les chefs d'entreprise que nous sommes, qui aimerions que, y compris sur la question de la fiscalité, il y ait davantage de choses qui soient faites pour les entreprises et qu'il y ait suffisamment de mesures pour créer davantage d'emplois dans le pays. Oui, mais Monsieur le ministre, vous relaie les appréciations d'un économiste leader politique, le professeur Aimé Tchabouré-Gogé. Il dit que les mesures prises par le gouvernement sont faibles par rapport aux mesures prises par plusieurs pays de la sous-région. Ensuite, les bénéficiaires de ces mesures sont limités. Qu'en dites-vous? Bon, ce leader politique de l'opposition, naturellement, son rôle, c'est pas de féliciter le gouvernement. Donc, à la limite, son propos, il est partisan. La deuxième, c'est que j'ai noté que c'est un ancien ministre quand même de la planification et qui sait, il était doyen de fac d'économie et qu'il est censé savoir que dans cette période, si nous ne devons pas avoir des discours démagogiques, ne donnons pas le sentiment à nos concitoyens et à nos frères qu'on est dans une situation catastrophique d'abord et qu'ensuite les mesures ne sont pas adéquates. Il y a 3 défis auxquels le Togo et les autres pays font face. Nous ne sommes pas les seuls. Les projections étaient tous pessimistes à l'issue de la crise, à la Covid que nous avons connue.
au moment, et le Togo a mieux résisté que les prévisions initiales le donnaient. Ensuite, nous avons eu la crise sécuritaire et ses effets. Crise sécuritaire, c'est vrai, on évoque la guerre en Ukraine, mais nous-mêmes à nos portes, nous sommes en train de lutter contre le terrorisme qui ne nous a pas prévenus et sur lesquels nous avons dû mobiliser des ressources supplémentaires, c'est-à-dire pour faire face à l'effort de guerre que cela nous nécessite. Troisièmement, la vie chère est intervenue. Mais le chef de l'État ne passe pas la vie chère en filigrane. Il l'évoque clairement. La preuve, c'est qu'au dernier trimestre, la reprise dont on parle, nous sommes en janvier. Le discours du président a pour vocation de donner les perspectives de l'année 2023 et les défis que nous avons, auxquels nous devons faire face pendant cette année. Mais regardez déjà, s'il n'y avait pas une reprise, la reprise ne veut pas dire que nous sommes arrivés à notre niveau d'altitude de vol. Nous sommes en train de redécoller. Donc que vous ne ressentiez pas tout de suite de façon perceptive de cette manière, oui, mais en fait, soyons de bonne foi. Dernier trimestre, qu'est-ce que nous avons eu? 10 mesures importantes, augmentation de salaire de 10%, prenez 5% revalorisation supplémentaire pour les retraités, une série de batteries de mesures ont été prises pour accompagner la scolarisation. En janvier, nous avons repris non seulement les mesures fiscales qui avaient été faites en faveur du secteur social, de l'économie, des autres secteurs productifs, mais nous avons augmenté. Par exemple, l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques aujourd'hui, le barème a été redécliné complètement. À la fin de ce mois, vous pourrez comparer votre bulletin de paie antérieur au bulletin de paie à venir. Ce sont des efforts qui valent augmentation du pouvoir d'achat pour permettre précisément que nous puissions tous remonter dans la résilience. La comparaison ne fait pas raison. On a dit que certains pays avaient donné des chiffres pour créer un fonds sur la Covid. Demandez à ces pays aujourd'hui quel était le niveau de mobilisation de ressources pour faire face par rapport au fonds que nous avions annoncé et ce que nous avons pu faire. Chaque pays, à sa taille, à ses défis et à ses moyens, fait la prévision de sa politique. Nous essayons, et vous avez vu que le président de la République l'a rappelé, nous sommes dans un monde troublé. Mais nous devons aller sereinement en tenant compte de nos mesures, de notre capacité à mobiliser et de l'état de notre économie. Objectivement parlant, il y a une vraie reprise de l'économie, mais pour l'instant, nous sommes encore en phase de redécollage. Après toutes les influences de ces trois crises qui nous ont rabaissés, nous sommes en train de reprendre la montée en puissance. Les mesures qui sont annoncées visent à conforter cette montée en puissance. Et probablement d'ici quelques mois, on pourra refaire le point pour savoir quel a été l'effet levier de ces mesures qu'on a prises sur l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Mais avant d'aborder la question des élections, parce que là, je voudrais qu'on parle du SMIC. Peut-être une question au ministre. On a l'impression quand même qu'il y a un angle mort par rapport à toutes ces mesures qui ont été annoncées. Les 10 mesures dont vous avez parlé qui sont intervenues à la fin du 3e trimestre, la revalorisation du SMIC qui est intervenue récemment. Mais tout ça, en réalité, concerne pour beaucoup soit les fonctionnaires et puis ceux qui sont au SMIC. Alors, entre les deux, il y a ceux qui ne sont pas fonctionnaires, il y a ceux qui sont pas au SMIC et ceux qui sont entrepreneurs. Alors, est-ce que il y a une batterie de mesures ou en tout cas une série d'initiatives qui permettent justement de valoriser les revenus de ces couches qui ne sont pas directement concernées par la valorisation du SMIC et puis les 10 mesures qui avaient été annoncées et puis plus spécifiquement aussi par rapport aux entrepreneurs et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces mesures existent et quelles sont-elles? Si vous reprenez, c'est vrai, vous avez évoqué les mesures qui portent sur les fonctionnaires d'une part ou les agents publics d'une part et les salariés du secteur privé qui bénéficient. L'IRPP est payé par tout le monde, donc c'est une mesure générale qui profite à tout le monde. Nous avions déjà depuis la Covid 2020 en faveur du secteur entrepreneurial, donc les entrepreneurs, le secteur agricole, le secteur de la microfinance, donc du secteur informel, nous avions pris une série de mesures qui devaient atténuer les effets, le contre-choc de la Covid et de l'interruption des relations internationales et commerciales extérieures. Ces mesures ont été reconduites sur le budget 2021, reprises en 2022 et reconduites aujourd'hui en 2023. De nouvelles mesures sont venues s'ajouter à celles-là. Il y a tout un tableau récapitulatif, mais je vois que Gilles est un peu pressé. Il y a tout un tableau récapitulatif là-dessus, je peux vous le faire passer pour qu'on puisse le commenter là-dessus si vous souhaitez, qui porte l'entrepreneuriat, parce que c'est précisément le fer de lance de la reprise de l'économie dont on parle. Et si les patrons ont pu faire cette concession du SMIC, c'est précisément parce qu'il y a des contreparties dans le budget qui leur permettent d'atténuer le choc
de ce qu'ils sont en train de concéder sur le SMIC, par exemple. Le secteur agricole sera toujours accompagné d'un point de vue des intrants agricoles, d'un point de vue des subventions de l'engrais, d'un point de vue de l'accompagnement en encadrement. Nous sommes en train de relancer actuellement les agropoles, la technique des agropoles. Ce que nous avons repris également avec les zones, les ZAP, donc les zones d'aménagement agricole prioritaire qui sont en train d'être refaites, pour relancer ce secteur. Parce que notre ami a évoqué un point, c'est effectivement l'impact du coût de la vie sur les produits de première nécessité, et je pense simplement les céréales. Mais cela aussi est venu aussi de ce que, sur le secteur agricole, les effets ont été, le secteur agricole a subi les contrefaits de ces trois crises que j'ai évoquées, et le gouvernement tend à reporter ce secteur parce que précisément notre production, notre autonomie agricole et notre autosuffisance nous permettront de mieux juguler les effets du surcoût, donc l'augmentation des prix sur le marché. Parce que l'augmentation du prix sur les marchés joue bien évidemment, et tout le monde le sait, selon l'offre et la demande. Et s'il n'y a pas suffisamment d'offres, bien évidemment, les coûts vont monter. Avec les autres chocs que nous connaissons, on peut avoir la vie chère. Mais aujourd'hui, la priorité, vous le prenez dans le budget, le secteur agricole, c'est le secteur numéro 1 qui est appuyé. Les autres secteurs entrepreneuriaux sont également accompagnés sur le budget. Je voudrais donc aborder la dernière partie de ce forum, la consacrer donc à la préparation des futures échéances électorales. L'année 2023 sera une année électorale, élection des conseillers régionaux et des députés, a dit le chef de l'État. En substance, il assure que les conditions sont réunies pour des élections apaisées. Rodrigue Arrigo. Les conditions réunies pour des élections apaisées, c'est vrai, quand je l'ai lu, c'est vrai que j'ai ri un peu, parce que je me demande ce qu'on met dans conditions réunies. À ce que je sache, c'est vrai que les gens sont politiques. Il y a le langage politique, il y a les perceptions politiques, il y a les analyses politiques, etc., etc. Mais quand vous prenez une dernière sortie, je crois en décembre, de Maître Mohamed Tiassouna Traoré, qui est un acteur politique appelant donc le gouvernement à avoir un regard sur les travaux, les conclusions des travaux au niveau du CNAP, je crois que c'est ça. Ça voudra dire qu'il y a des non-dits et qu'il veut en substance quelque part pointer du doigt vers les réformes. Oui, quelles sont les conditions qui ne sont pas réunies selon vous? Oui, mais aujourd'hui par exemple, si les conditions étaient réunies? Quelles conditions? Quelles sont les conditions qui ne sont pas réunies? Au départ, on parlait des réformes constitutionnelles, on parlait des réformes institutionnelles, on parlait des réformes électorales. Alors, quand je prends les réformes constitutionnelles, on me dira que la Constitution a été révisée, on me dira que le mandat a été limité, etc., et élargi à la durée de mandat, plutôt au mandat des députés également. Alors, quand je prends par exemple les réformes institutionnelles, est-ce qu'aujourd'hui les Togolais font, ou les acteurs, je ne vais pas parler des Togolais, les acteurs politiques dans leur ensemble, que ce soit de l'opposition, du centre ou de la mouvance, font confiance à la Commission électorale nationale indépendante, l'organe qui organise les élections? Entre griffes, à chaque Elle a été réformée aussi, la Commission électorale nationale. Vous savez, quand vous allez tendre le micro tout à l'heure à un acteur politique de l'opposition, c'est pour ça que j'ai pris soin de mentionner la dernière sortie en décembre de Maître Mohamed Tiassouna Traoré, qui a participé aux travaux, à ces travaux-là. Donc, conditions réunies, ça sous-entend qu'aujourd'hui, si on va aux élections, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y aura plus de contestation parce que chacun aura forcément quelque chose à contester, mais que ce soit minimaliste par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre aujourd'hui. Quoi qu'on dise, langage politique aidant, il y a un contentieux quand même électoral sur le tapis. Quand vous prenez par exemple, vous tendez le micro aujourd'hui à ceux qui sont de la dynamique Monseigneur Poudre, enfin, et des associations, mouvements, etc., qui sont dans cette dynamique, ils vous diront pas que les conditions sont réunies pour aller aux élections. Peut-être quand vous tournerez le regard vers l'ANC ou encore vers ADI ou d'autres formations politiques, on vous dira peut-être que les conditions ne sont pas réunies pour aller à ces élections. Donc c'est normal que quand le chef de l'État le dit, l'idéal aurait été qu'il aille plus loin pour dire voilà ce que je mets dans conditions réunies. Et peut-être avoir le courage de dire, vu que les élections auront lieu dans quelques mois, il y a tel autre chantier des réformes avant ces élections pour que les conditions soient totalement réunies, on va laisser les élections apaisées. Oui, je voudrais laisser réagir le ministre sur la question. Non, mon cher ami fait de la psychanalyse de partis politiques sur des choses que les partis n'ont pas dit, vous leur prêtez des intentions. Tiassouna n'a pas dit ce que vous avez dit. Tiassouna a simplement dit effectivement de regarder les propositions qui ont été faites par le cadre de concertation nationale des acteurs politiques, mais vous n'a pas pointé tel ou tel point précisément.
Il a tenu un propos général. Oui. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il sous-tend? Je vais vous le dire. Ce qui sous-tend, c'est qu'il y a une des propositions. D'ailleurs, toutes les autres propositions ont été mises en œuvre jusqu'à maintenant. Hein. Je prends sur les réformes qu'on a faites sur la décentralisation récemment viennent de ce cadre de concertation. Les modifications du code électoral viennent de ce cadre de concertation. Mais je prends l'exemple que Tchassona évoque en filigrane. Et si je ne lui prête pas de propos non plus, je pense qu'il parle de la proposition qui visait à l'harmonisation des mandats, qui est une proposition qui est sur l'agenda, effectivement, que le cadre national de concertation des acteurs politiques a fait en demandant une harmonisation des mandats et la possibilité de regrouper les élections. Puisqu'à partir du moment où les mandats sont de même durée et qu'on peut faire une élection regroupée, on peut alors avoir, si vous voulez, une économie d'échelle sur les coûts d'organisation des élections et puis faire en sorte que les majorités se coïncident politiquement. Cette proposition a été mise à l'étude. Le cadre a donné son avis là-dessus. Mais vous imaginez bien que derrière une proposition de cette nature, vous avez le Parlement qui arrive à échéance cette année. Vous n'avez pas le temps de faire une révision constitutionnelle. Vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez pas aujourd'hui harmoniser. Vous harmonisez dans quel sens les mandats? Donc la réflexion doit se poursuivre. Nous avons commencé, il y a des mandats qui sont de 6 ans. Il y en a qui sont de 5 ans. Si vous voulez, et il y en a des mandats qui ont commencé avant les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous-même vous faites une réforme aujourd'hui, ça veut dire soit vous écourtez la durée des mandats de certaines institutions, soit vous prolongez la durée de mandat d'autres institutions. C'est toutes ces réflexions. Vous pouvez les obtenir par un accord politique. Oui, mais la concertation a fait une proposition générale, harmoniser les mandats. N'a pas donné d'indication dans quel sens harmoniser les mandats. Donc, la suite de la réflexion doit venir. Ce sont les mêmes acteurs qui sont partie prenante à la discussion. Ça veut dire que le cadre de concertation doit poursuivre ces réflexions, déposer des propositions concrètes qui soient mises en œuvre. Aujourd'hui, pourquoi ces deux élections? La première, les élections législatives, ce sont des élections qui étaient à mandat échu. On connaissait la date de fin de ce mandat. C'est évident que l'Assemblée nationale doit se renouveler à date échue. Les régionales, parce que nous devons parfaire le dernier échelle de notre décentralisation et parce que précisément quand nous avons supprimé le rôle des préfectures comme lieu de péréquation et d'équilibre sur les enjeux municipaux, c'est la région qui a récupéré cela. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'appui aux acteurs économiques. L'un des rôles de la région en tant qu'échelle de décentralisation, c'est précisément d'assurer une uniformité, une harmonisation des plans de développement de toutes les communes. Et c'est cette région qui va porter une part des appuis financiers, économiques de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales. Si elle n'est pas mise en œuvre aujourd'hui, dans les régions, comment vous harmonisez les niveaux de développement? Comment vous prévoyez par exemple les contrats qui peuvent exister entre l'État, la région, les collectivités territoriales? Donc cette échelle est nécessaire. Ce n'est pas simplement parce qu'on veut faire une élection pour une élection. J'entends des acteurs, dont celui que vous citez beaucoup, qui dit qu'il faut se dispenser de cette élection. Mais nous sommes en reprise économique, le chef de l'État l'a dit. Et cet étage est nécessaire à la cohésion de l'action économique qui va se faire pour le développement des territoires. On ne peut pas abandonner cela. Mon collègue chargé de développement des territoires fait aujourd'hui une cartographie des infrastructures économiques, sociales, etc. qui sont sur tout notre territoire. Précisément parce que c'est un des éléments, un outil de travail pour les régions qui vont être mises en place et qui vont porter l'action économique au niveau des régions. Donc on ne peut pas se dispenser de cette deuxième élection si on veut vraiment porter le développement des territoires en même temps que nous faisons le développement national. Jean-Paul, une dernière question ou contribution? Non, moi je constate simplement avec bonheur d'ailleurs que pour une fois, en tout cas au regard des deux dernières élections législatives que nous avons connues, que pour une fois la période préélectorale ou en tout cas l'année précédant l'élection se déroule plutôt dans la camille. On se rappelle des deux années législatives où elles ont été précédées par des périodes de forte tension dans le pays. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Il faut s'en réjouir et dire que aussi le cas de concertation qui a été mis en place a servi à quand même apaiser les choses, même s'il y a un certain nombre de revendications qui restent en suspens, mais ça fait partie du jeu politique. Les acteurs, nulle part au monde, ne sont jamais d'accord ni sur les conditions, sur les modalités d'organisation du scrutin. Il y a quelques années, on parlait encore des réformes constitutionnelles, le mode de scrutin, la limitation du mandat, c'était un peu les principales revendications. Aujourd'hui, ces revendications ont disparu. D'autres continuent à exister. Tout ça fait partie du jeu politique. Il ne faut pas s'en offusquer, d'après moi. Oui, merci, chers confrères, d'avoir animé donc ce forum avec nous. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Merci. Peut-être et à futur Niwa TV qui fait la fierté du paysage médiatique togolais.
Et j'espère que c'est une chaîne qui va s'inscrire dans la durée et continuer à porter haut le flambeau du paysage médiatique togolais. Merci pour vos prières, Jean-Paul. Oui, merci, je dirais que je pense nous serons toujours disponibles. Et puisque c'est une chaîne, à mon humble avis, qui est appelée à durer dans le temps, à s'inscrire dans le temps. Surtout aujourd'hui, avec le coup frappé par rapport à la Coupe du Monde, je pense qu'on a parlé. Surtout que nous aurons besoin de vos prières, de vos contributions. Monsieur le ministre, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et puis, j'abonde dans le sens de mes deux autres frères, pour d'abord vous féliciter. Et puis, souhaiter une bonne année à nous tous. Mais je crois que vous avez fait la preuve aujourd'hui par le débat qu'on a, que la démocratie dans notre pays se conforte et que nous pouvons avoir ces contradictions dans le débat, tout en étant d'accord avec l'essentiel. Merci. Une pause tout de suite pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la seconde partie. Nous serons avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Malik Natchaba, pour répondre aux questions des téléspectateurs. À tout de suite.